Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau numéro d'Enquête de solutions, votre rendez-vous sur le journalisme constructif. Désolé les micros. Je suis aujourd'hui en compagnie de mes deux acolytes, comme d'habitude vous les connaissez. Aurélie Selvi, bonjour. Salut Roxane. Et Flora Zanicali, bonjour. Et bonjour Roxane. Bienvenue donc encore une fois pour ce nouveau numéro qui est consacré à une question, comment prendre soin de nos soignants. Alors, l'interrogation peut paraître un peu surprenante de prime abord, et pourtant, elle est essentielle. Aurélie, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ce sujet s'est imposé ? Oui, c'est un sujet, en fait, les soignants ont été au cœur de notre actualité récente, avec notamment la pandémie inédite à laquelle on a été confrontés. C'est des gens qu'on applaudissait tous les soirs sur nos balcons à 20h, avec nos enfants, et qui étaient au centre de notre société. Et puis, tout était retombé un petit peu comme un soufflet quand on a repris nos vies normales. Et on voit, c'est pas nouveau, mais on voit très récemment dans l'actu des manifestations de leur mal-être, que ce soit des actus sur le taux de suicide des internes, les médecins généralistes en grève lors de la renégociation de la convention qui les lie à l'assurance maladie, le mal-être à l'hôpital. Enfin, c'est un sujet qui infuse en fait. Et la santé, ça nous concerne tous et toutes. Donc c'est un sujet qu'on a soumis au vote lors de notre précédent vote pour les dossiers du mois. Il y avait deux autres sujets face à lui. Il y avait quel traitement pour une justice malade. C'est aussi un secteur essentiel de la société et qui est un petit peu à la peine. Et puis il y avait comment se loger sans se ruiner. Et ce sujet soignant est arrivé en tête avec 41% donc des votes, plus de 415 personnes qui ont choisi qu'on traite ce dossier. Donc voilà comment il s'est imposé. Ouais, bonne petite majorité. C'est vrai qu'il y avait une urgence à s'emparer de cette question, donc pour les faits décrits par Aurélie, mais aussi parce qu'en faisant l'enquête sur le sujet et l'état des lieux, on a eu des chiffres qui étaient assez... pas inquiétant, mais en tout cas qui interrogeait beaucoup. Il y avait beaucoup d'études qui avaient été faites. On a eu la fédération hospitalière qui nous a expliqué, par exemple, que 89% des personnes soignantes considèrent que leur travail génère du stress. On avait aussi l'Ordre national des infirmiers qui publiait des chiffres assez inquiétants. Par exemple, 42% des professionnels interrogés étaient proches du burn-out. Et c'était quelque chose qui allait vraiment aussi, qui influait, qui s'infiltrait aussi chez les jeunes. Il y avait beaucoup de mal-être aussi chez les étudiants en médecine ou en soins infirmiers ou autres catégories de soignants. Et du coup, on s'est dit, il y a quand même une sorte de contradiction, parce que d'un côté, les gens sont extrêmement fiers du métier qu'ils exercent, et c'est un métier qu'on exerce avec le cœur, on va dire, et de l'autre côté, ils ont des conditions extrêmement difficiles, et il faut qu'eux-mêmes allient les deux pour trouver un équilibre dans tout ça, et aillent de l'avant dans un métier qui, une fois de plus, prend en compte les gens, l'humain, et c'est assez compliqué à gérer. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on se penche sur la question, et voilà. Et c'est ce que vous avez fait avec brio. Exactement. On allait voir beaucoup d'aspects différents du sujet. Et on a voulu, comme on le fait souvent aussi dans nos dossiers solutions, lancer le dossier par une enquête participative. Donc on a demandé aux soignants azuréens, varois, de nous partager leurs ressentis, en fait, leur réalité de travail. C'est une enquête qui a réuni plus de 115 participants. Donc pour une petite enquête participative locale, c'est quand même assez important. Ça a bien fonctionné. D'autant que les gens ont détaillé, en fait. On sentait aussi qu'ils avaient besoin d'être écoutés. Il y avait des témoignages assez fouillés. On a proposé une sorte de petit panorama de ces témoignages aussi sur nos réseaux sociaux pour que ça touche aussi différents types de personnes. On voulait vous proposer là juste deux extraits un petit peu frappants. Donc on voit notamment qu'il y a cette notion qu'on va développer après ensemble sur il faut être bien traitant évidemment envers les personnes prises en charge, et il y a une forte sensation de ne pas être soi-même en tant que professionnel de santé bien traité. Donc il y a un peu ce paradoxe qui infuse, et puis on va le voir aussi dans le témoignage qui suit. Il y a vraiment cette notion de temps, en fait, ce facteur temps que nous explique cette infirmière niçoise, qui infuse aussi dans la majeure partie des témoignages. Manque de temps, on court après le temps, une fuite en avant dans le travail, en fait, ce qui ne permet pas d'exercer la mission pour laquelle on s'est destiné. On l'a dit, c'est pas un boulot comme un autre, soigner son prochain, quoi. Donc il y a vraiment un peu ce déchirement entre l'envie de bien faire et pas le temps de le faire. Et je voulais juste aussi vous dire les 3 causes de mal-être
paramètres qui ressortent le plus de cette enquête locale, on a parlé de chiffres nationaux, mais pour 87% des personnes qui nous ont répondu, c'est la rémunération qui se trouve être insuffisante. Beaucoup d'aides-soignants, beaucoup d'infirmiers ont répondu aussi au questionnaire. Et 81,7% parlent d'un manque de considération. Donc il y a cette notion aussi de ne pas se sentir considéré dans son boulot. Et 65% évoquent une charge de travail trop lourde. Donc c'est vraiment les 3 thématiques qui ressortent le plus dans cette enquête participative. Oui, donc beaucoup d'éléments, quoi, en effet. Eh bien, merci mesdames déjà donc, pour ces premiers éléments qui nous permettent de rentrer un peu dans le sujet. On a bien compris donc à quel point ce sujet est essentiel. Et on va aller un peu plus profondément justement là-dedans avec notre thématique qui se joint à la parole de l'expert. Jingle. Pour en parler, nous accueillons en plateau donc nos 2 experts que je vous présente à présent. Nous avons Hélène Brock, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue au CHU de Nice. Oui. Et avec nous également Jean-Michel Benatar, bonjour. Donc vous êtes cofondateur du DU Art du Soin en partenariat avec le patient, vous êtes gastro-entérologue et le but donc de tout ce DU, c'est de repenser le bien-être des professionnels de santé grâce à une relation de meilleure qualité qui implique le patient. Vous nous expliquerez donc un peu en quoi ça consiste. Mais juste avant de commencer, donc je vous rappelle, le but c'est d'avoir un échange. Donc si à un moment vous souhaitez intervenir ou quoi que ce soit, vous le faites savoir et il n'y a aucun souci. Le seul truc, c'est juste, faut pas que ça soit fouillé, que tout le monde parle en même temps. C'est tout. Mais du coup, n'hésitez pas. Et donc, pour se lancer, Aurélie, je te laisse interroger Jean-Michel Benatar pour en savoir un peu plus sur ce fameux DU. Bah oui, merci d'être avec nous, Monsieur Benatar. On a consacré un sujet sur le DU dans le cadre de notre dossier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quel est le lien entre ce diplôme universitaire, donc qui est enseigné à la fac de Nice et qui d'ailleurs a eu un prix très tôt après sa fondation, sa création en 2018. Et quel est le lien entre ce DU et le sujet qui nous anime, le bien-être des professionnels de santé ? Alors, merci de me poser cette question. En fait, je peux dire que c'est une des solutions à la souffrance du professionnel de santé. Donc c'est assez intéressant parce que le constat, on le connaît, on connaît cette souffrance. Et peut-être que de passer par cette formation, en fait, qui est une pédagogie de la relation partenaire de soins, c'est un peu comme ça, qui s'enseigne à travers des œuvres d'art. Donc on utilise la représentation de la médecine au cinéma, dans la littérature, au théâtre, dans la bande dessinée, dans toute œuvre d'art. Et en fait, c'est par la traversée des œuvres d'art qu'on va se mettre d'une part à ressentir ce que c'est que le soin, et d'autre part, à le réfléchir, à le questionner. En fait, on va développer 2 compétences majeures dans le soin, la compétence de l'engagement de sa sensibilité et la compétence de l'esprit critique. Et je dirais que c'est un peu difficile d'en parler, à part de le vivre. Je dirais que ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui l'ont vécu, et peut-être, je suis très heureux de l'article que vous avez fait, et des personnes qui ont exprimé ce que ça a donné. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais en gros, on va dire pour le diplôme universitaire Art du Soin en partenariat avec le patient en présence, il s'agit de 12 séances de ciné-débat qui sont suivies d'ateliers d'écriture et de mise en situation, avec aussi bien chez les étudiants que dans l'équipe pédagogique, des professionnels de santé, des étudiants en santé, des patients et des proches. Donc 4 catégories, aussi bien dans l'équipe que dans les étudiants. Et en fait, dans la première partie, c'est nous qui proposons une série de films, en fait, qui représentent l'éthique de la relation de soins. Et en deuxième partie, ce sont les étudiants qui vont être à l'origine des séances. Et c'est nous qui devenons étudiants. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans le DU, et notamment les personnes que j'ai pu interroger qui ont été diplômées de ce DU, donc une sage-femme, un pneumologue et également un interne en oncologie, me disaient tous, mais en fait, on ne nous apprend pas ça dans notre formation, d'engager notre sensibilité. On nous apprend à être sur la technicité, voilà, comment on peut être un bon médecin, un bon soignant, comment être technique, comment prendre en charge la maladie, mais la relation, laisser aussi aller des émotions, comment on les tient à distance, ça n'est pas enseigné. Donc c'est ça que je trouve intéressant parce que vous laissez place à ça. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer quelques outils
qui peuvent quelque part permettre à ces professionnels de santé, que vous n'appelez pas soignants d'ailleurs, mais plutôt soignants professionnels, qui peut leur permettre d'avoir la bonne distance, qui n'est pas une distance froide, mais une distance où on peut aussi aller vers l'autre et laisser parler ses émotions. La médecine narrative, par exemple. C'est très riche, ce que vous m'avez posé, mais on va peut-être choisir le sujet de la médecine narrative. Aujourd'hui, on a plusieurs thèses de médecine générale qui ont montré qu'au bout de 17 secondes, le patient est coupé dans ce qu'il a à dire et il est redirigé vers un interrogatoire policier, un interrogatoire médical. Et donc aujourd'hui, le patient a 17 secondes pour exprimer ses préoccupations, ses peurs, sa souffrance. Il y a une grosse étude suisse qui a montré que dans 85% des cas, quand on laissait le patient parler sans l'interrompre, eh bien, au bout de 2 minutes, il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Et donc, comme on dit chez nous, on dit aux étudiants ou aux professionnels, vous êtes à 1 minute 40 du bonheur. Le bonheur, c'est ces 2 minutes sur lesquelles tout va reposer. Et il y en a qui vont dire on va perdre 2 minutes, on va prendre 2 minutes, et à partir de ça, ça va aller très très vite, ça va être très très fluide, parce qu'au lieu qu'il y ait un patient, un professionnel, on va être 2, voire 3, c'est-à-dire on va se comprendre et on va commencer à créer ensemble. On va créer ce qui s'appelle une relation partenaire de soins ou une relation éthique de soins. Et ça va aller très très vite après. Si on prend un peu de temps au début pour rencontrer l'autre, il faut qu'il y ait une rencontre entre 2 êtres humains, c'est quelque chose qui peut être, dont l'enseignement peut être encore amélioré. Alors nous, on passe par l'art, ça va très vite par l'art pour raconter des récits, en fait. Si vous voulez, voilà, je voudrais vous montrer ça. Vous avez, très souvent, quand un patient rencontre un professionnel, en fait, c'est une encyclopédie qui rencontre une maladie. C'est 2 objets qui se rencontrent, ça c'est le cas habituel. Il faut aller vite, moi j'ai les connaissances, moi j'ai ça qui ne va pas. Et donc, c'est 2 objets qui se rencontrent. Quand le patient commence à raconter son histoire, donc lui, il raconte, il y a quelqu'un qui l'écoute, eh bien, à ces 2 objets s'ajoutent 2 êtres humains. Et maintenant, on est 4 dans la pièce. Au lieu qu'il n'y ait que 2 personnes, qu'il n'y ait que 2 choses dans la pièce, 2 objets, on est 2 objets et 2 sujets. C'est Martine Rusniewski qui dit ça. Il faut réfléchir, on est 4 personnes dans la pièce et il faut faire avec ces 4 personnes. Il faut arrêter de objet à objet et c'est ce récit que le patient dit et que le professionnel de santé écoute. C'est ça qui fait la relation, c'est ça qui fait l'humanité de la relation, c'est ça qui fait l'essence de notre travail. Et quand un professionnel de santé est relié à son essence, il ne souffre plus. Il est là. Pourquoi il est là en tant que professionnel de santé? Et si on arrive, grâce au récit des patients, c'est eux qui vont nous faire, comme dit Rita Charon, le cadeau de leur récit, eh bien, quand vous recevez le cadeau d'un patient, vous redevenez humain, donc vous vous soignez, et vous soignez le patient parce qu'il a pu s'adresser à quelqu'un. Tout à fait, ouais. Et donc, l'art, ça permet, à chaque fois qu'il y a de l'art, qu'il y a du récit, ça permet d'humaniser tout le monde, d'humaniser ce qui se passe dans la pièce. Bien sûr. Donc ça, c'est un élément du début. Ça, c'est cette relation patient-soignant, justement, Madame Brock, vous m'en aviez parlé quand je vous avais interviewé. Comment on peut la définir? Quel est l'impact peut-être sur le soignant? Et comment on doit la gérer, gérer ce lien intime qui se crée effectivement dans un contexte d'annonce de maladie, Alors effectivement, je trouve intéressant cette dimension qui consiste à humaniser le soin, la relation et à faire attention à tous les aspects justement psychologiques, relationnels, affectifs. L'engagement effectivement d'un soignant qui devient responsable, j'allais dire, du devenir d'un patient qui dépend quand même des décisions, des thérapeutiques et qui va devoir faire avec des choses difficiles et notamment avec une angoisse qui va le terrasser et parfois et qu'il a besoin d'exprimer à quelqu'un. Alors effectivement, le médecin n'est pas forcément d'emblée formé. C'est deux éthiques qui se confrontent, une éthique de la science, puisque bien sûr la formation médicale est principalement scientifique, et une éthique du sujet, celle dont parle Monsieur Benatar. Et en fait, c'est vrai qu'il faut
essayer de créer des médiations entre ces deux éthiques pour qu'il y ait une souplesse de la relation et que les gens puissent s'entendre et s'écouter. Alors le psychologue, il est quand même présent dans les services de médecine pour justement faciliter cet échange. Lorsqu'on est terrassé par l'effroi d'une annonce, lorsque son enfant va très très mal, bien sûr qu'il y a la consultation médicale, elle est essentielle, mais le temps fait que le patient a peut-être besoin d'un petit peu plus un espace pour pouvoir dérouler un petit peu plus ce qui l'angoisse, ce que ça lui renvoie. Et le psychologue, il est là pour ça, et il est là pour faire le lien justement entre cette souffrance, pour la restituer, pour l'expliquer, pour donner des outils aussi aux soignants pour mieux prendre en charge et pour que justement l'angoisse diminue de part et d'autre et qu'on se comprenne mieux et qu'on s'entende mieux. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion globale qui se met en place dans les hôpitaux et qui doit se mettre en place. Alors dans certains services, ça fonctionne particulièrement bien et il faut effectivement que ça se généralise et les formations, les psychologues qui sont en médecine, qui sont présents et puis le lien entre nous tous, parce que les médecins s'y retrouvent aussi. La souffrance est grande, les soignants sont percutés aussi par la douleur, par certaines plaies qui sont difficiles aussi, certains soins qui sont difficiles et ils ont besoin aussi qu'on les écoute et qu'on essaye de comprendre ce qu'ils vivent. Et je pense qu'en faisant ça, on va largement diminuer la souffrance dans les hôpitaux. Et c'est exactement ça, en fait, c'est l'idée aussi que ce que vit un patient peut avoir un écho dans le vécu du soignant. C'est ça aussi, de ce que j'ai compris de tous les articles qu'on a fait, qui rend si spécifique ce métier. Et qu'est-ce que vous... La question de la maladie, de la mort nous taraude de tous. Alors c'est sûr que nous, on y est confrontés tous les jours, donc ça nous renvoie à nos peurs, à nos angoisses personnelles, à notre histoire aussi. Quand on est impacté, qu'on a perdu quelqu'un, on peut se retrouver dans un lien avec un patient qui vous rappelle la personne que vous avez perdue. Et c'est là qu'on peut effectivement perdre ce qu'on appelle la distance, en ayant du mal à faire la différence entre ce qu'on vit là et ce qu'on a vécu. L'angoisse peut monter et on a besoin parfois aussi de pouvoir être écouté, de pouvoir dépressuriser et il faut être vigilant aux soignants. Il y a toute une éthique clinique à développer autour du relationnel parce que effectivement, comme le dit Monsieur Benatar, c'est un métier qui engage et dans des situations extrêmes parfois, où les pronostics sont parfois catastrophiques, où les gens s'accrochent à vous parce qu'ils ne savent pas faire, parce que l'hôpital ça fait peur, parce que la maladie fait peur, et puis parce que parfois on est amené à perdre quelqu'un qu'on aime, donc c'est compliqué. Et je crois que tant qu'on n'a pas mesuré toute cette dimension affective qui nous impacte tous, quels que soient nos postes, je pense aux médecins qui ont du mal à parler de leurs émotions souvent, mais qui souffrent aussi, et je crois que c'est important de le dire. On voit les internes, c'est une catastrophe, les suicides d'internes. Donc il y a vraiment toute une dynamique à mettre en place d'écoute relationnelle et tous les outils qui peuvent permettre d'améliorer les choses sont les bienvenus. Moi, j'avais juste une question en fait, parce que j'ai l'impression quand même que ce discours-là et la question justement de la distance, non-distance, etc., ou de se relationner avec les patients, c'est quelque chose quand même qu'on entend depuis des décennies quand même. Est-ce qu'il y a eu quand même malgré tout des progrès quand même ces dernières années dans cette prise en charge, dans ces protocoles ou pas du tout au final ? Bien sûr. Alors il y a eu la loi du 4 mars 2002 déjà qui a installé le patient en face du médecin et qui lui a donné la parole, puisqu'on a modifié nos pratiques, on est sorti du savoir entre guillemets dit paternaliste et on sait que le patient a un savoir sur sa maladie, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il ne veut pas. Donc effectivement on a introduit l'écoute grâce à cette loi et nos pratiques ont évolué. Et je crois que oui, les différentes dimensions, dont celle des soins palliatifs, qui ont intégré justement cette réflexion autour de la dynamique psychologique et de la souffrance que ça peut être de se séparer, tout simplement, qui est quand même la séparation, l'opération psychologique la plus douloureuse et la plus difficile. Donc toutes ces réflexions ont diffusé, pas suffisamment. Il faut encourager, mais on a quand même évolué. Et il y a quand même une autre manière de prendre en charge les patients, ou en tout cas, il faut encourager toutes les initiatives qui vont dans ce sens.
Moi, j'aimerais qu'on puisse vous redonner la parole, Monsieur Benatar. On parlait là de ce savoir expérientiel du patient, le fait qu'en fait, le patient se retrouve le plus clair de son temps en face de sa maladie, lui, et pas face à un professionnel de santé. Est-ce que vous voulez en dire un mot, parce que vous associez ces patients ressources à ce DU? Donc on part du travail d'Angela Coulter, en fait, qui a expliqué que, par exemple, pour un diabétique insulinodépendant, il va passer 5 à 10 heures par an avec un professionnel de santé, et il va produire du soin, jusqu'à 6000 heures de soins par an, pour se soigner, enfin lui et ses proches. Et donc, c'est-à-dire à peu près 1000 fois plus de soins que le soin qui est produit par le professionnel de santé. Donc je pense qu'à ce titre-là, on peut l'appeler soignant ou premier soignant de sa maladie. Et effectivement, on dit que le patient est expert de la vie avec la maladie face au professionnel qui est expert de la maladie. Mais ce qui est important de tout ça, c'est qu'il puisse agir en partenariat, qu'il puisse se penser en partenariat. C'est-à-dire que le professionnel de santé se pense en partenariat avec le patient et que le patient se pense en partenariat avec le professionnel de santé. C'est un peu ça le but du DU, en fait. C'est de savoir comment travailler en partenariat. Alors, qu'est-ce que ça va faire en partenariat? C'est extraordinaire. Par exemple, on va se servir de ce qui s'appelle la décision partagée. Et on va exposer au patient les avantages et les inconvénients de tout acte médical ou de tout non-acte médical, et on va considérer le choix du patient. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, quand on fait ça, le médecin, il n'a plus à se casser la tête. Il n'a plus besoin de se dire « est-ce que je fais bien ou mal ?» C'est le patient qui va lui dire. C'est très facile. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est le patient qui explique qu'est-ce qui est bon pour lui? Ben, le médecin, il ne pense plus à ça, il va penser à autre chose. Il va penser à la suite, c'est-à-dire de créer du soin, le maximum de soins et de santé avec son patient. Il ne va pas se dire « est-ce que j'ai bien fait, mal fait ?» parce qu'il aura agi seul. Quand un médecin, enfin moi je parle du médecin, mais tout professionnel de santé, agit avec le patient, il va agir pour le patient. La seule façon d'agir pour le patient, c'est d'agir avec. Si vous n'agissez pas avec le patient, si vous agissez sans le patient, tout seul, vous prenez une décision tout seul, donc vous agissez contre le patient. Quand vous avez compris ça, ça change tout. Bien sûr. C'est-à-dire tout devient simple, ce qu'on appelle le fardeau, la charge mentale. Le médecin n'a plus de charge mentale. On a discuté ensemble, et puis on a pris une décision ensemble. Et puis, qu'est-ce que c'est que le travail du médecin? C'est pas seulement d'être un soignant, c'est d'être aussi un enseignant du soin. Qu'est-ce qui va se passer quand un médecin enseigne le soin à un patient? D'abord, ça va lui servir pour toute la vie, mais ce patient qui a été enseigné de ce que c'est que le soin, il va s'en servir pour ses proches, il va s'en servir pour la société. Et nous, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale du professionnel de santé et aujourd'hui de la faculté de médecine. On ne doit pas seulement apprendre à se soigner quand on est un patient ou à soigner l'autre, mais soigner aussi toute la société. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale, par exemple de la faculté de médecine. Et on a de plus en plus cette réflexion. Alors, je rajoute, c'est pas très très connu, mais en vérité, le côté médical, c'est uniquement 20% de la santé. En fait, la santé, les déterminants de santé sont des déterminants sociaux ou socio-professionnels. C'est pas très connu. Et donc, effectivement, on peut travailler sur la médecine, mais c'est très insuffisant. Il faut vraiment travailler sur la société, sur le social, sur le socio-professionnel, sur l'environnement, etc. Et vous dites d'ailleurs que cet enseignement, cette éducation à la santé, à connaître son corps, à savoir en prendre soin, etc., devrait infuser dès le plus jeune âge, et la maternelle. Alors moi, je suis un peu utopique. Moi, je pense qu'on peut commencer à la maternelle. En fait, c'est un enseignement à être citoyen. Le fait que vous donniez quelque part les clés à vos patients pour qu'ils comprennent mieux leur santé aussi, vous les voyez moins. Ouais. C'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement de soigner la personne, c'est de lui apprendre à se soigner et de lui apprendre à se soigner avec nous. C'est-à-dire faire, par exemple, l'automédication médicalement accompagnée. Prendre soin, aujourd'hui, c'est accompagner un acteur de soins dans ses soins. Moi, je suis accompagnateur d'un acteur de soins qui est le patient dans ses soins avec nous. Je soigne avec, il soigne avec moi. Et on est tellement ensemble que tout devient simple, tout devient fluide. Seulement, il faut qu'on puisse communiquer, et pour communiquer, il faut qu'on puisse se rencontrer
qu'on soit deux êtres humains qui communiquent. Voilà. Bien sûr. Je me demande juste si, par exemple, dans le cadre d'un CHU, avec justement beaucoup de services, beaucoup de gens, est-ce que ça, c'est possible à mettre en place? Est-ce que, je ne sais pas, alors, ce que vous en pensez? c'est vrai que la question du temps, dans le cadre de la souffrance des soignants, c'est une question centrale. Il y a une rationalisation, j'allais dire, des soins, qui a généré beaucoup de souffrance. Et les soignants, lorsqu'on les écoute, se plaignent de ne pas pouvoir avoir des échanges affectifs un peu plus profonds avec leurs patients, ce qui leur permet justement d'avoir un sens identitaire par rapport à leur métier, qui comporte bien sûr cette dimension technique, mais qui comporte aussi cette dimension relationnelle, affective, qui fait le moteur, qui fait l'essence du pourquoi on se lève le matin et pourquoi on va travailler à l'hôpital. Donc c'est sûr que, je prends l'exemple des psychologues, on a construit un dispositif actuellement qui dit vous allez voir le patient 8 fois une demi-heure. Donc on voit déjà dans la construction même du dispositif ce qu'il y a dans la tête des gens qui pensent le soin, comme si en une demi-heure 8 fois par an on pouvait faire quelque chose pour quelqu'un qui souffre. Ça n'est pas possible. Donc l'hôpital souffre de ça en fait, de cette rationalisation à l'extrême, de cette temporalité qui n'est pas celle du soin. Et je pense qu'il y a une réflexion effectivement à mener. Alors, on peut le faire dans un CHU. Il y a des gens à un moment donné dans un service qui ont plus besoin. Et on pense le soin en donnant plus de temps pour ce patient-là. On réduit un petit peu pour l'autre en expliquant les choses et on crée une dynamique où effectivement le soignant s'y retrouve. Donc, on doit penser le soin et on doit le penser dans le cadre de cette dynamique affective et relationnelle. Sinon, je pense qu'on passe à côté de ce qui fait notre éthique. Et si on est en souffrance, je crois que le burn-out, c'est ça, c'est de ne plus se retrouver dans les valeurs qui ont fait qu'on est devenu soignant. Si on se retrouve dans cette dynamique éthique et qui tienne compte de notre identité professionnelle, je pense qu'on va largement diminuer la souffrance des soignants. Merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'on va conclure pour cette première partie parce que justement, on parlait de temps. Et du coup, on va continuer notre échange très riche, mais autour de notre focus. C'est parti. Alors, pour cette fois, notre focus va s'articuler sur un reportage, je dirais même un très beau reportage, réalisé donc par toi, Aurélie, avec Franck Fernandez. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. En fait, on a eu vent de l'existence d'une structure au fonctionnement vraiment hors du commun. Il s'agit de la maison à Gardanne, qui est un service de soins palliatifs. On en a eu vent. Ouais, voilà. Par une personne qui se trouve à ma gauche, qui se trouve être Hélène Brock. Voilà, donc quand Flora l'a interviewée dans le cadre du teaser du papier constat de ce dossier, vous nous avez parlé de cette structure et on a eu envie d'aller y faire une immersion. Donc avec Franck Fernandez, qui est vidéaste au sein du groupe Nice Matin, on est parti 2 jours, donc à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, pour comprendre le fonctionnement de cet endroit. C'est un endroit où on meurt, hein, c'est un endroit où 350 des 500 patients qui passent chaque année dans la structure trouvent la mort. C'est un service de soins palliatifs. Pour autant, c'est un fonctionnement extrêmement extraordinaire au sens propre du terme, qui fait qu'il y a là-bas un bien-être, une lumière, une vie qui est incroyable. Avec Franck, on a vraiment été bouleversés par cette immersion et on voudrait vous proposer de regarder le reportage et qu'on en discute après. Eh bien, regarde ça tout de suite. Je ne connaissais pas ce lieu et quand je l'ai découvert, j'ai dit oui. Je pense que ce sont des lieux où on peut redorer le blason de soignants. Je me sens bien. En vrai, je sens que ma place, elle est ici. L'accent, il est mis sur on va vivre. Voilà, on va vivre jusqu'au bout. Ça nous donne envie d'avancer et d'aider nos résidents tous les jours. La maison de Gardanne, c'est un centre de soins palliatifs qui est né de la lutte contre le sida. Et donc on a voulu créer un lieu de vie, en fait, où les gens pouvaient se poser. Donc
Donc on voulait créer un lieu qui nous permettait de nous regrouper pour qu'on soit plus solide entre nous, mais que ce soit à la fois la sécurité d'un milieu hospitalier et à la fois aussi tout ce qui pouvait ressembler à une maison. Et pour que ça porte vraiment le nom d'un lieu de vie, même s'il y a beaucoup de décès ici, il y a 2 tiers de nos patients qui vont décéder dans notre structure, mais que ce soit vraiment un lieu de vie. Et je pense que ce sont des lieux où on peut redorer le blason de soignants, parce qu'à partir du moment où on est très attentif aux personnes et où on individualise le soin, eh bien on est très attentif aussi aux équipes. La priorité, c'est d'être attentif aux équipes, parce qu'à partir de ce moment-là, on sait que les malades seront bien pris en compte, seront bien soignés. J'ai su que je voulais être soignante quand j'avais 9 ans, parce que mon papa était malade, donc je m'occupais beaucoup de lui étant jeune. Et je suis devenue soignante à 35 ans. J'ai toujours dit que je voulais être coiffeur et ensuite je serai infirmier pour prendre soin des gens, pour être au plus proche des gens. Je viens de Normandie à la base où j'avais fait du domicile comme premier emploi. Et j'avais envie de soleil, donc je suis venue dans le sud. J'ai fait un premier poste en maison de retraite. Et c'est là que je me suis dit, mais non, je peux plus travailler comme ça, il faut que je trouve autre chose. Et je ne connaissais pas ce lieu et quand je l'ai découvert, j'ai dit, oui. Pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait, moi? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais prends un Posca et fais des formes, regarde. Là, c'est en fait, tu fais des formes. Dans les précédents endroits, du coup, j'étais pas à l'aise en fait. J'ai l'impression de courir partout, on n'avait pas le temps pour les patients. Les soignants étaient, pour moi, maltraités dans beaucoup d'endroits que j'ai pu voir. Il n'y avait rien de vivant en fait. Tout était froid aussi. Enfin, le lieu ici, c'est chouette, c'est décoré. Déjà, nous, on travaille en civil, on n'a pas de blouse. L'hôpital, pour moi, c'était une boule de ventre d'y aller en fait. J'avais plus envie. Et pourquoi tu as choisi Miro alors? C'est sympa, Miro, c'est doux, c'est en rapport avec la nature. Je me suis dit que c'était pas mal pour commencer une série. Qu'est-ce que c'est qu'il y a un rapport avec la nature? Miro, ce qu'il fait. Il te plaît pas le Pika, Miro? Pas trop. C'est ça qui est. Qui t'aime ça? Ouais. T'aimes qui comme un peintre? Toi, t'es plus classique. La Renaissance. Tout Ça marche bien. Bien, t'avais les papas. Camping. T'as rien du tout. On va tout faire en sorte pour s'approcher de ce que le résident y veut, réellement. Ici, l'accent, il est mis sur on va vivre. Voilà, on va vivre jusqu'au bout. Où est-ce que tu veux qu'on se mette pour faire les cheveux? Soit dans la salle de bain ou soit là, de toute manière, après je fais le ménage. Hein, on se met face à la nature. Ça te va si on s'installe sur cette chaise? Tu vas être bien installé? Ouais, le temps il est space. Hein. Des beaux cheveux gris comme ça que tu rases. T'as toujours été rasé comme ça? Non, j'ai eu les cheveux longs, mais non. Ils semblaient Hervé Villard, quoi. C'est pas une référence. Est-ce que t'as déjà eu, dans les années disco, t'as eu la période choucroute quand même, non? Ouais, j'avais les cheveux longs. Ah ouais. Moi, c'est plutôt heavy metal, hein. Ah ouais. Punk. Moi, j'ai les cheveux de bébé. T'es jeune, ouais. Je suis jeune. Ouais. Attention, Hein. C'est qu'on donne pas mon âge. T'as quel âge? Je vais sur 59. Eh non, tu pourrais pas être mon père. Comment ça? Maintenant, j'ai 42 ans. Et ben alors. Je suis à moi à 10 ans, moi. Bon, alors tu peux être mon père. Ce que j'aime moi aussi, c'est que par exemple, c'est les soignants qui faisons le ménage dans les chambres. Et ça, c'est vrai qu'on le voit nulle part. Et pour moi, faire le ménage dans une chambre, c'est prendre soin de la personne. C'est lui demander si tout va bien, c'est lui demander si le tableau qui est accroché, elle veut qu'on change parce qu'il ne lui convient plus. C'est ces petites choses qui fait qu'on se dit, je prends soin de la personne, mais vraiment tout ce qui est autour d'elle aussi. Nous avons plus le temps pour nos résidents, pour accompagner, dans le soin palliatif, parce que des fois c'est très compliqué. Nous avons tous 3 résidents, qu'on soit infirmière, aide-soignante. Il n'y a pas de différence, mis à part bien sûr les soins infirmiers sont faits par des infirmières. Marie-Pierre, j'ai le liniment, c'est parfait pour l'hydratation. Là-bas, vous les aviez? Là-bas, tu n'as pas de temps spécifique pour faire du confort. C'est vrai que vous prenez toujours un temps complètement
disponible pour détendre le corps. Le corps est trop tendu. On retrouve le sens du corps, quoi, en fait. C'est important. C'est important. Oui, comme ça, tu peux les étirer. Oui, voilà, ça. Bon, on va aller chercher votre fille, hein, parce que la pauvre, on l'a mise un peu dehors. Ça va. Je redescends un peu le lit. Moi, je veux bien. La tête aussi. C'est bien de faire le tapis volant vert. Le tapis volant. Eh oui. C'est comme Aladdin. Eh oui. Moi, je suis sur un tapis volant. Nous avons aussi la chance d'avoir des bénévoles, une 60aine, qui nous aident dans notre quotidien au travail. Ils peuvent nous aider lors d'une toilette, ils peuvent nous aider lors des repas. Par exemple, s'il y a une résidente ou un résident qui a vraiment besoin de discuter, qui a besoin d'avoir de la présence, et moi je vais avoir des soins infirmiers où je vais être dans le feu, et ben, je peux aller voir le bénévole, lui dire « Est-ce que tu peux m'aider ? Parce que moi je sens que ma résidente elle a besoin de présence, mais moi il faut absolument que j'aille faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. » Et donc du coup le bénévole, pouf, il va venir s'imbriquer, et du coup on va prendre soin vraiment des résidents. On apporte beaucoup en psychologique, on aide les familles, on aide nos résidents, on aide des enfants. Et ici nous pouvons craquer, nous avons le droit de pleurer. Qu'à l'hôpital, on n'a pas le droit, il faut garder une distance professionnelle. On a aussi les masseurs qui viennent nous voir aussi pour nous faire du bien, et ça c'est une petite bulle de bien-être qui viennent tous les 2 mois, donc ça c'est aussi du bonheur. Et nous partageons nos expériences avec une psychologue, c'est super important. C'est important parce que dans le fait, je vis des choses que je ne vais pas pouvoir raconter à des amis, à de la famille, parce que ça ne se raconte pas. Oui, on va s'attacher à des patients plus qu'à d'autres parce qu'il va y avoir un lien. Et puis finalement, ce lien, je le laisse aller. Et puis oui, la personne, quand elle va partir, oui, je vais pleurer, oui, je vais être triste. Et aussi parce que j'aurai ce sentiment de travail bien fait. Quand on a un coup dur, ici, on en parle en fait. On est un peu une famille quand même parce qu'on vit des choses très fortes. Et comment je pourrais dire, je me sens bien. En vrai, je sens que ma place, elle est ici. Des fois, on rigole parce que ça nous fait tellement du bien de rigoler. Et il faut apprendre que même si c'est une fin de vie, il faut l'apprendre avec le sourire. On se prend dans les bras, on pleure et puis après, on redémarre, quoi. On fait un travail collectif ici, on fait un vrai travail d'équipe. Ça amène quelque chose de différent et ça fait un peu monter en gamme un peu la réflexion sur l'accompagnement des malades. Peut-être que plutôt que de faire une loi pour aider les gens à mourir quand ils le demandent plus vite parce qu'ils ont peur d'être mal soignés, peut-être que l'idéal, ce serait de se donner tous les moyens pour mieux soigner les gens. Et je pense qu'il y a des difficultés dans le monde de la santé, c'est vrai, mais parfois, même dans les lieux où il n'y a pas de difficultés, on a un peu perdu ce sens humain dans certains endroits. Mais en tout cas, que les gens viennent puiser ici tout ce qui se passe pour comprendre l'intérêt réel que ça a de travailler comme on travaille, de donner les moyens de travailler comme ça. Merci donc pour ce très très beau reportage Aurélie et Franck. Alors je ne sais pas vous, mais alors moi quand je vois ces images, je me dis que ce genre de structure, il en faudrait partout, tout le temps, enfin partout sur le territoire. Justement, je voulais savoir, Eliane Brock, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je soutiens vraiment cette réflexion qui est menée dans ce lieu. C'est bien pour ça que je vous ai conseillé d'y aller, pour puiser un petit peu toute cette réflexion, parce que ça paraît comme ça naturel, mais c'est vraiment pensé. Il y a vraiment du débriefing pour les soignants, il y a vraiment une prise de distance, il y a vraiment une écoute et une circulation des émotions qui n'est pas interdite. Au contraire, elle est travaillée, intégrée, et je crois que dans ces lieux-là, comme le disait Jean-Marc Lapiana, on peut aller puiser des ressources
pour les exporter dans d'autres lieux de soins. C'est pour ça que j'ai voulu que vous fassiez ce lien pour ce dossier spécifique. Vous avez très bien fait d'ailleurs. Très bien fait. Et vous, M. Benatar, du coup? Alors, je suis très concerné par cette structure, puisque nous, on utilise le film C'est la vie, qui est donc depuis 2016, tous les ans, qui est une des journées du DU sur les soins palliatifs. On pense que la façon de soigner dans les soins palliatifs, et un peu la question que vous me disiez, c'est exemplaire. On sait quoi faire. On sait quoi faire, on sait où ça marche, on sait comment ça marche. Il faut juste étendre cette expérience. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, enfin, je n'ai pas compté, mais le nombre de fois où le mot « vie » a été dit dans le reportage. Donc, vous voyez, le film, c'est la vie, mais on va vivre, nous, on avait appelé la séance « Vivre jusqu'au bout de la vie ». Et donc, lieu de vie, lieu de sourire. En tout cas, moi, dans ma pratique, je suis beaucoup avec des patients en fin de vie ou des patients qui ont des maladies graves. Et je dois dire que ça se fait beaucoup dans la vie et dans le sourire. Tout ce qu'on fait entre nous. Et en 2016, quand j'ai organisé une grande journée à la faculté de médecine autour du film C'est la vie, un ciné-débat à partir de l'expérience de Gardanne, et c'était pour remercier le service de soins palliatifs du CHU de Nice qui s'était occupé de mon père. J'ai passé 4 mois dans le service de soins palliatifs, et c'est suite à cette expérience, j'ai voulu la partager en faisant cet événement en 2016, qui est une des journées de notre DU, parce que pour moi, le soin palliatif, c'est la même chose que le soin. C'est-à-dire quand on est 2 êtres humains ensemble, qu'on ait un rhume ou qu'on soit en fin de vie, pour moi, c'est la même chose. Et quand vous me demandiez des outils, les outils, c'est ça, c'est d'aller là-bas et de voir ce qui se passe, c'est de vivre cette expérience et puis de développer cette expérience. Et puis moi, je suis très triste parce qu'on sait comment faire. On a tous les éléments pour faire. Alors, je vais vous dire, alors si je ne me trompe pas, mais parce que des fois, on a des idées qui restent comme ça. Donc, Marie de Hennezel, qui a fait le livre « Donc, ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre », je crois que c'est elle qui est un peu à l'origine, qui était là au moment de l'origine de la maison de Gardanne. Et qu'est-ce qu'elle avait fait faire? Et ça que je propose dans tous les services, je propose que ça soit fait dans tous les services de médecine et dans toutes les structures, les maisons de santé, etc. Elle a fait un atelier d'écriture avec toutes les personnes qui travaillaient ensemble, voire même des patients qui étaient là. Et donc, nous, on organise beaucoup d'ateliers d'écriture, ce qu'on appelle inspiré de la médecine narrative, et c'est pas uniquement entre professionnels, c'est aussi avec des patients ou avec la personne qui fait la cuisine, comme dans le film C'est la vie. En fait, le cuisinier, c'est un ancien patient qui n'est pas décédé et que maintenant il fait la cuisine dans la maison de Gardanne, à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces personnes se réunissent pour un atelier d'écriture d'1h30 et acceptent de partager leur intimité. Et vous allez voir comment en 1h30, on peut faire que tous les gens se connaissent dans un service, que les professionnels de santé qui travaillent chacun dans leur silo, ils deviennent un groupe. Et pour moi, la médecine narrative, c'est de la formation de groupe. Vous pouvez l'utiliser aussi dans votre rédaction. Vous faites un atelier d'écriture entre les différentes personnes. Vous allez voir tout ce qui sort. C'est incroyable. Alors, ce qui est très important, c'est les règles de la médecine narrative, les règles des ateliers d'écriture. 1, confidentialité. C'est-à-dire tout ce qui se dit dans un atelier ne peut pas sortir de l'atelier. 2, non-jugement, c'est-à-dire droit à la bêtise. On peut dire ce qu'on veut, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de problème de conflit, de regard, de stigmatisation. Non-jugement, c'est très important. C'est ça la bienveillance, c'est le non-jugement. Et puis ensuite, le 3e, c'est facultatif. On participe si on veut. Et ensuite, donc on a 10 minutes, on écrit un texte, et puis ce texte, soit on va le garder pour soi, soit on va le partager, on va le lire aux autres, soit on va demander à quelqu'un de le lire, soit on va l'adresser, nous, on demande aux personnes qui n'osent pas, elles nous adressent le texte, et puis on le garde dans une base de données, une base de texte pour faire de la recherche, pour savoir qu'est-ce que c'est ces textes qui sortent des ateliers d'écriture. Et donc ça, c'est une grosse partie de notre DU, c'est l'atelier d'écriture, la possibilité de partager son intime, sans jugement. Voilà. Donc moi, ça me fait penser à ça. Ce qu'il y a dans le film aussi, ce qui est assez extraordinaire, vous l'avez peut-être vu, c'est les chiens, les chats. Les animaux familiers sont dans les chambres. Et ça, vous vous rendez compte de mettre des animaux dans un service hospitalier, ce qu'on en penserait, alors que ce sont des patients en fin de vie. Eh bien, ils ont leur chien et leur chat. Ils n'ont pas besoin de... Ils vivent avec... Ils vivent.
ils vivent. Voilà, Mais ça avait été démontré aussi, les bienfaits justement des animaux de compagnie. Oui, mais le fait de l'avoir dans un service hospitalier en permanence, c'était une des leçons. Et il y a une autre leçon très très importante, j'en profite parce que presque ça pourrait être la base de ce qu'on est en train de faire ici, c'est que c'est les patients entre eux. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans votre reportage, l'entraide des patients entre eux. Il y a du lien entre tout le monde là-bas. Mais c'est surtout que les patients qui s'aident les uns les autres, ils n'ont plus besoin des professionnels. Et moi, c'est ça que je veux dire. Il y a quelques professionnels, il y a des millions de citoyens et de patients. Toutes ces personnes, on peut leur enseigner le soin qui est la citoyenneté, le rapport à l'autre, la solidarité. On a quelque chose à faire, nous, ce qu'on veut dire, c'est que cet enseignement du soin qu'on veut faire, il est universel. Il s'adresse aussi bien aux professionnels qu'à tous les citoyens. Donc, c'est un peu ça l'idée, quoi. Voilà. Profitons-en. Bien sûr. Non, mais c'est vraiment intéressant. Je rebondis sur ce que vous dites parce que, en fait, ce dossier, pour moi, il a dépassé même le cadre de l'hôpital à un moment. En fait, il interroge aujourd'hui notre rapport au travail, notre rapport effectivement à la maladie, aux soins, notre rapport à l'humain en fait dans les relations entre les gens, que ce soit dans le cadre de travail ou ailleurs. Et bon là on a vu ces reportages vraiment très très intéressants. Moi j'avais fait aussi d'autres articles qui étaient orientés sur la qualité de vie au travail, qui était par exemple le centre de la réflexion à l'hôpital de Grasse. Donc il y a toute une équipe qui a été mise en place autour de ça, qui réunit un médecin du travail, une psychologue fondamentale pour régler les problèmes entre les gens. C'est notre métier. Voilà. Et apprendre à se distancier. Non mais ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Un ergonome aussi. Donc il y avait cette réflexion dans cet hôpital de comment prendre soin de nos soignants en pensant bien évidemment à leur qualité de vie, mais aussi à leur implication. Donc on va favoriser leur implication en les faisant réfléchir à des choses qu'eux-mêmes pourraient mettre en place. Mais ce qui est très intéressant, et c'est ça que moi j'ai adoré en étudiant les soignants, c'est qu'en fait un soignant, jamais il va parler de lui. Moi c'est un truc qui m'a vraiment frappé quand je suis allée dans les hôpitaux. Il va toujours parler du patient. Et en fait, il va s'effacer complètement devant la problématique du patient. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti et c'est ce que j'ai vu. Alors que ce sont effectivement quand même des personnes qui reconnaissent qu'ils ont des difficultés dans leur travail. Et donc, il y a toutes ces structures-là. Donc, l'hôpital de Grasse, j'ai aussi travaillé sur l'hôpital de Valenciennes, on en parlait avant, qui s'est inspiré d'un concept américain qui sont les hôpitaux magnétiques, qui travaillent en fait sur comment favoriser le bien-être de leurs patients, de leurs soignants, pour favoriser le bien-être des patients. Un hôpital où il fait bon travailler voilà, bon se faire soigner. Un hôpital magnétique comme à Valenciennes. Et aujourd'hui, on a le directeur du CHU de Nice qui est issu de cette expérimentation qui a très très bien marché. Excusez-moi, mais j'ai pas compris le principe du magnétique là en fait. En fait, l'hôpital magnétique, c'est comment on retravaille le travail des soignants, pour que les patients soient bien et aimanter les gens pour qu'ils viennent travailler dans les hôpitaux en fait. D'accord, voilà, c'est comme on va réorganiser l'hôpital. Attendez, moi je cherche un truc très... donc magnétique dans le sens de hôpital aimant, entre guillemets, merci. Aimant dans le sens de magnetic hospital. Ouais. Et en fait, ce qui est très très intéressant, et puis c'est tout le temps pareil, c'est que les professionnels soient associés à toutes les décisions, à la gouvernance de l'hôpital. De la même façon, il faut que le patient soit associé à toutes les décisions qui le concernent. Ne pas prendre de décision pour un patient sans qu'il ait dit son mot. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Seulement, il faut changer les mentalités, il faut accepter... Dans le cadre de l'hôpital de Valenciennes, ça a été entièrement revu. C'est-à-dire qu'à un moment où l'hôpital était ultra centralisé, il y avait une direction générale qui prenait toutes les décisions, accordait les budgets. Tout d'un coup, ils ont dit non, stop, on arrête ça. C'était une loi qui demandait ça. On va recréer des pôles. Chaque pôle aura sa spécificité. À la tête de chaque pôle, on va mettre un médecin, un cadre de santé, un cadre supérieur de santé. Ces personnes-là vont réfléchir
aux personnes dont elles ont besoin, aux matériaux dont elles ont besoin, aux technologies dont elles ont besoin. Et chacun va pouvoir avancer de manière assez autonome. Et donc prendre des décisions qui vont, bien entendu, impacter les équipes. Et là, dans le cadre de Valenciennes, ce qui était très intéressant, mais après voilà, c'est une fois de plus une aventure humaine aussi, on a vraiment des gens qui s'intéressent à ça, c'était on va réfléchir pour que à partir du terrain, c'est-à-dire que pensent les soignants, comment eux ils envisagent le soin, et on va essayer de co-construire avec eux voilà, le soin et la prise en charge. C'est surtout ce que pensent les patients, c'est encore plus important que ce que pensent les professionnels de santé. Mais justement, on a tout ça, ça existe, on a la maison de Gardanne, on a l'hôpital de Valenciennes. Je voulais parler aussi de la maison de santé Échirolles. Donc il y a un documentaire qui s'appelle Un autre soin possible. Et on a des tas d'initiatives, et c'est pour ça que je suis très contente de votre émission, donc qui montre des solutions positives. Il y a des tas de choses qui existent. Voilà, on a en Moselle, on a la sécurité sociale à 100% qui est bénéficiaire. Je veux dire, on a la grande, ce qu'on appelle la grande sécurité sociale. Enfin voilà, on a des tas de systèmes qui marchent. On sait ce qui marche. Et après, c'est des jeux de pouvoir qui font qu'on peut développer telle chose ou telle chose. Je sais qu'on a reproché, au service de soins palliatifs de Nice de trop dépenser pour... vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais on sait ce qui marche. Et c'est pour ça que c'est important, votre travail, de montrer ces solutions et peut-être donner envie à d'autres personnes d'y aller. Notre DU... franchement, c'est une réponse comme Gardanne, comme Valenciennes, voilà. En effet, on a envie de dire il faut que ça se réplique et plus vite, et c'est ce que dit aussi Monsieur Lapiana, quoi. La recette, on l'a, donc il faut y aller. Encore faut-il l'appliquer, quoi. Oui, il faut trouver les gens en fait, qui arrivent à souder et à construire ça. C'est aussi des histoires de rencontres. Enfin, moi, de ce qui est ressorti de mes reportages. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère et tout ce qu'on souhaite, de voir encore plus de structures comme telles se développer sur tout le territoire. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Encore une fois, merci pour ce très beau reportage. Monsieur Benatar, il me semble que vous avez beaucoup à faire. Donc on va vous libérer dans 2 petites secondes. Et justement, après avoir parlé des sujets traités dans ce dossier, donc des solutions, il est temps d'aborder ces angles qui mériteraient aussi d'être couverts. On en discute tout de suite. Jingle. Des fois, ça arrive comme ça, au fur et à mesure d'une enquête, on découvre des nouveaux angles qu'on ne peut malheureusement pas traiter, par manque de temps ou de toute façon de place, intervenante ou autre. Mais du coup, Flora et Aurélie vont nous parler chacune à leur tour d'un aspect qui les a frappés au cours de ce dossier. On va commencer par Flora, du coup. De quoi veux-tu nous parler? Non, moi je trouve que ça aurait été intéressant, et je n'exclus pas de le traiter par la suite. Ça avait été suggéré par une lectrice qui nous avait écrit, c'était au niveau des coûts de la santé, de savoir combien ça coûte en fait. Parfois on se fait soigner, on ne sait pas exactement. C'est une super idée, moi je n'ai pas du tout conscience du prix des soins à chaque fois. Oui. En fait, sachez que par exemple, un accouchement c'est environ 3 400 €, pardon. 3 000 €, ça va être pour une journée de réanimation en soins intensifs, mais après ça varie aussi en fonction des établissements, donc en fait c'était plus l'idée de s'intéresser un peu à la santé consommation et peut-être aussi de prendre conscience de ça. Donc c'est ce que nous avait suggéré cette lectrice qui vraiment nous avait écrit, on la remercie beaucoup. Sachez qu'il y a un décret quand même en 2016 qui avait été pris pour que justement quand on sorte de l'hôpital on ait le détail des coûts. Si vous allez à l'hôpital, normalement on doit vous remettre un papier avec tout ce que... Rien eu du tout quand je suis sortie de l'hôpital pour accoucher. Toujours le problème de l'application, après ça dépend là aussi peut-être des services, etc. Mais donc moi je me serais intéressée à ça, au coût de la santé. Non, c'est vrai que ce serait super intéressant. Moi en fait dans le cadre de ce dossier j'ai interviewé une médecin généraliste qui s'est déconventionnée, donc sujet très clivant, très, très polémique évidemment puisque on sent de la pression. Hélène, je vous sens. Non, pas du tout. En tout cas pour des questions de réalité, elle en avait marre de faire de l'abattage et donc après ça ouvre à tout un tas de débats sur une médecine à 2 vitesses, une médecine qui coûte cher, mais surtout dans le discours qu'on a eu elle et moi, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est comment faire évoluer aussi la médecine généraliste
générale pour la libérer d'actes aussi insignifiants que le certificat pour le petit qui rentre au judo ou l'arrêt maladie de 3 jours, etc. Et les syndicats qui avaient mené la grève des médecins généralistes proposaient notamment, un des syndicats proposait que chaque personne ait un quota d'auto-arrêt de travail qu'elle puisse se faire elle-même. Et c'est une mesure qui a été encadrée, bien sûr, qui aurait été encadrée, c'est une mesure qui a été rejetée par le gouvernement. Et moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est cette notion de confiance, en fait. Est-ce que finalement, on fait vraiment confiance aux citoyens pour pour avoir un regard sur leur santé, pour avoir surtout l'après-Covid, tu vois, pouvoir savoir quand est-ce qu'on est vraiment malade, s'il y a un quota par an, ça me semble assez logique. Elle, cette généraliste, disait aussi qu'il fallait aussi effectivement plus éduquer les gens à la prise en charge de leur propre santé, que non, ça ne servait pas nécessairement à quelque chose de consulter au premier jour d'une gastro ou au premier jour d'un rhume, et qu'il fallait un peu remettre de l'éducation à la citoyenneté dans tout ça, et aussi qu'il y ait une notion de confiance de l'État envers les gens, en fait. C'est que si on peut se faire tant d'auto-arrêt de travail par an, peut-être qu'on désengorge les cabinets des généralistes qui du coup auront de la place pour des gens qui vont peut-être finir aux urgences, qui vont engorger l'hôpital, et etc. en fait. Ah ouais. Mais bon, c'est vraiment raconter finalement un peu notre rapport à la santé, qui est probablement, maintenant que j'y pense, avec le Covid, a été très anxieux, encore plus peut-être que ça a fait exploser de l'anxiété par rapport à l'éventualité d'une maladie. Non, mais voilà, c'est intéressant en fait, derrière tout ça, c'est notre rapport vraiment à la maladie, je pense. Non, mais vous avez l'impression qu'avec le Covid, en fait, le rapport du patient à la santé est devenu plus anxiogène encore. Est-ce qu'il a besoin d'encore évoluer, ou est-ce qu'on a besoin de plus responsabiliser au final? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui revient sur toute cette émission au final, c'est quelle place on donne aux patients aussi pour permettre un meilleur rapport et une meilleure aussi santé mentale, ou un meilleur rapport au travail pour les soignants au final. Disons que dans le cas du Covid, puisqu'on avait parlé de l'éthique de la science, c'est elle qui a primé sur tout le reste. Et c'est vrai que l'angoisse déclenchée par tous ces discours excessivement, justement, stressants, on n'a pas mesuré l'impact que ça pouvait avoir sur les gens qui étaient seuls, qui étaient isolés, qui entendaient en boucle des discours terriblement angoissants. Et on voit aujourd'hui effectivement une difficulté pour remettre du sens et de la dynamique vitale autour de ça. Il y a des gens qui restent excessivement anxieux et qui ont du mal à dépasser cette souffrance. L'isolement aussi, on a vu les dégâts que ça pouvait faire, le manque de lien avec les autres. Donc toutes les dimensions psychologiques sont, je pense, passer un petit peu sous les radars, et j'espère que désormais on comprendra l'importance qu'il y a de cette dynamique, justement de prendre en compte cette dynamique psychologique. Je pense aux gens qui ont perdu des proches, qui n'ont pas pu les accompagner, qui n'ont pas pu être présents, et à l'angoisse que ça a généré chez eux. Donc j'espère que il y aura un feedback sur tous ces éléments qui sont remontés finalement, et qu'on intégrera la dimension affective, la dimension humaine, et surtout la dimension relationnelle, et qu'on l'oublie pas, même dans une pandémie telle que celle qu'on a connue. Non, c'est clair. Merci beaucoup, du coup. Je pense qu'on peut dire que c'est le mot de la fin, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Surtout que cette émission a été très longue, mais très riche aussi, n'est-ce pas? Mais avant de se quitter, donc du coup, le premier truc qu'il faut savoir, c'est que, attention, le prochain dossier pour lequel on va vous proposer les thèmes va courir sur tout l'été. Voilà, il durera vraiment sur tout l'été au lieu d'un mois et demi comme d'habitude. Et du coup, il y aura aussi au fil de l'eau le carnet de bord sécheresse du service des solutions. Et donc, avec ça, ce qu'on vous propose avant de se quitter, c'est de savoir quels sont les thèmes du prochain dossier. Et du coup, pour quel sujet vous allez voter? Flora, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît? Oui, alors tout à fait. Donc, comme ça s'affiche, on a en première idée comment donner une juste place à son téléphone. C'est une bonne question. On l'a toujours avec nous, et là j'ai l'impression que plus personne ne supporte. Non, on n'en peut plus. Non, enfin bref, en tout cas, essayer de comprendre. On va essayer de comprendre quelle juste distance adopter avec ce petit objet qui fait vraiment partie de notre quotidien, en étudiant un peu son impact, peut-être sur les relations, aussi sur notre santé. Et
voilà, essayer de voir comment on peut limiter ça et quelles sont les choses que mettent en place les personnes justement qui le tiennent éloigné d'elles-mêmes. Non mais c'est clair, j'ai l'impression que mon téléphone c'est une extension de moi-même. C'est notre cerveau, ouais. Moi aussi. Alors, en deuxième thème, on aimerait se projeter dans le futur et partir vraiment dans du récit d'anticipation, de l'enquête d'anticipation sur quel tourisme demain pour la Côte d'Azur. Ô combien nécessaire aussi. Oui, archi nécessaire. En fait, ça revient dans énormément d'interviews ou de sujets environnementaux qu'on peut couvrir. C'est un pilier de l'économie de la Côte d'Azur, le tourisme, et le tourisme de masse même. Mais est-il encore compatible avec les limites planétaires, ces ressources qui s'amenuisent, la sécheresse, l'érosion de la biodiversité? Nous, on a envie d'aller questionner les modèles qui pourront rendre notre futur plus doux, plus souhaitable, plus positif que ce qu'on nous promet dans cette Méditerranée hotspot du réchauffement. Donc c'est le dossier Demain, quel tourisme pour la Côte d'Azur, deuxième thème soumis au vote. Et le troisième, ça va être et pas n'importe lequel. Voilà, comment s'aimer en 2023. Voilà, on s'est dit, on va essayer de proposer quelque chose autour des relations et de l'amour pour vous accompagner l'été, si jamais vous votez pour ça. Et voilà, c'est célibataire, en couple, quelles sont les difficultés, les contradictions, les injonctions que vous rencontrez et qu'est-ce que ça veut dire, voilà. S'aimer et comment peut-être bien s'aimer ou pas, je sais pas. Dans tous les cas, on va s'aimer, quoi. Voilà, exactement. Mais je vais que je la fasse, je suis désolée. Alors, voilà. Eh bien, merci. Donc, c'est un programme très riche comme prévu. N'hésitez pas à les voter d'ailleurs. Donc, c'était la dernière, mesdames et messieurs, avant la rentrée. En quête de solutions s'accorde donc une petite pause estivale qui va durer du coup toutes les vacances. Mais c'est pour revenir encore plus en force, vu qu'on réfléchit à possiblement un nouveau concept. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées, je sais pas, de chroniques, de noms, de couleurs, de je sais quoi. Enfin bref, vous nous dites tout en commentaire. Ou vous envoyez un message au service des solutions, j'en sais rien. Dites-nous tout, c'est tout ce qu'on veut savoir. C'est le plus important. Et en tout cas, merci encore à vous. Donc, Hélène Brock d'être venue avec nous. Jean-Michel Benatar qui a dû partir du coup, mais merci encore à lui. Merci à mes chers collègues. Acolyte de toujours. Merci à toi. Merci. Un travail au top, comme d'habitude. Bon, Plus humain. Merci aux autres membres du service des solutions, donc Sophie Casal et Sonia Bonin. Merci à l'équipe technique Philippe Bertini et à Franck Fernandez. Et aussi, il n'y a pas Sophie Donzé aujourd'hui, mais on la remercie aussi pour tout son travail fourni jusqu'à présent. Merci à Chloé Wargard pour la créa. Et merci encore à vous de nous avoir regardés. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.